Je voudrais vous parler d'un épisode peut-être assez peu connu, malheureusement assez peu connu, qui précède de peu, 30 ans avant, la Saint-Barthélemy et qui aurait peut-être pu éviter les guerres de religion. C'est le colloque de Poissy qui a eu lieu en 1561 et qui a réuni les protestants et les catholiques et qui a échoué. Je vais vous raconter pourquoi. Alors, la Saint-Barthélemy, 23 et 24 août 1593, vous savez que c'est un massacre terrible, plus de 30 000 morts, massacre entre religieux. Alors, pourquoi? Quelques jours plus tôt, le 18 août, a eu lieu un mariage qui était censé arranger les choses, celui d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, et celui de Marguerite de Valois, celle qu'on appelle la reine Margot. Henri de Navarre est protestant, Marguerite de Valois, c'est la sœur du roi Charles IX, et le mariage est censé regrouper les protestants et les catholiques. Malheureusement, ça sera un échec. D'abord parce que les catholiques et les catholiques intégristes, si je peux dire, on n'employait pas ce mot à l'époque, mais c'est ça, sont vent debout. Dieu ne souffrira pas cet accouplement exécrable, écrit-on. Il faut chasser la fausse religion. Alors c'est vrai que la tension entre catholiques et protestants est à son comble. Elle est aggravée aussi par le fait qu'on soupçonne l'entourage protestant du roi, et notamment l'amiral de Coligny, de vouloir déclarer la guerre à un royaume catholique, sinon le royaume d'Espagne. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire la guerre à l'Espagne, il s'agit de conquérir la Flandre qui appartient à l'Espagne. Mais c'est évidemment une déclaration de guerre à l'Espagne, et c'est dans l'esprit des catholiques l'idée que les protestants non seulement veulent chasser les catholiques du royaume de France, mais qu'ils veulent chasser le catholicisme des autres royaumes en s'attaquant par exemple à l'Espagne. Alors que la France veuille s'attaquer à un royaume chrétien, c'en est trop pour l'entourage catholique du roi, c'est-à-dire les Guises, la famille de Guise, qui est une grande famille catholique et qui est très puissante. C'en est trop pour le frère du roi, le futur Henri III, le duc d'Anjou, et même pour Catherine de Médicis, qui maintenant a pris sa décision. Oui, il faut chasser les Huguenots, il faut chasser les protestants. Alors, cette nuit de la Saint-Barthélemy, elle commencera déjà le 22 août, où un arquebusier qui s'appelle Charles de Louviers, il est dans un des hôtels de la famille de Guise, et avec son arquebuse, il vise l'amiral de Coligny. Et la flèche part. Par chance, Coligny se baisse pour réajuster sa chaussure. La flèche lui transperce le bras et la main. Il est blessé au bras et la main, mais il n'est pas mort. Et d'ailleurs, assez hypocritement, le roi, Charles IX, et Catherine de Médicis viennent lui rendre visite. Mais en réalité, ils savent très bien déjà que la guerre est lancée. Et dans la nuit du 23 au 24, eh bien justement, c'est un autre mercenaire, si je peux dire, Jan Janowicz, qui va tuer l'amiral de Coligny. Après, c'est terrible, hein, le corps sera émasculé, il sera jeté à la Seine, et puis il sera repêché, pendu à un gibet, et puis le massacre continue ailleurs en France, d'abord en région parisienne, à Meaux, puis à la Charité, puis à Orléans, et puis à Bourges, et puis à Saumur, et puis à Angers, et puis dans le sud-ouest, à Toulouse, à Bordeaux, à Albi, et puis à Lyon, à Valence, à Orange. Et ça fera 10 ou 20 fois plus de morts encore que la Saint-Barthélemy de Paris. C'est-à-dire, c'est un massacre complet, et c'est surtout une fracture totale en France. Une fracture totale entre les catholiques
et les protestants. Alors, une fracture qui va rester, il y aura bien entendu l'édit de Nantes pris par Henri IV lorsqu'il sera au pouvoir et qui permet aux protestants d'avoir leur culte. Il y aura plus tard une décision de Louis XVI, l'édit de la tolérance, mais enfin il faudra attendre peut-être Napoléon pour que la religion catholique ne soit plus considérée comme la religion officielle de l'État français, et puis la République, pour que la liberté de culte soit reconnue à tous. Alors, tout ça vient en effet dans début du XVIe siècle, en 1520, il y a cette réforme qui arrive, qui nous vient des pays de l'Est avec Luther. Luther, le premier, au fond, doctrinaire du protestantisme. Et en France, c'est Calvin qui popularise cette religion. Et peu à peu, la religion prend de plus en plus de corps dans l'opinion. Il y a beaucoup de nobles, notamment, qui se convertissent au protestantisme. Alors, chez les catholiques, il y a deux écoles. Il y a une école un peu libérale qui dit il faut peut-être, oui, laisser la liberté de culte, chacun peut croire comme il veut. Et puis, il y a une école plus intransigeante, qui est l'école majoritaire, qui dit non, c'est une hérésie, ce que propose Luther et ce que propose Calvin, donc il faut abattre cette religion protestante. Et c'est dans ces conditions que s'ouvre en 1561 donc, ce colloque de Poissy qui a lieu du 9 septembre au 14 octobre. Alors un an auparavant, il y a eu ce qu'on appelle la conjuration de Blois. Alors, la conjuration de Blois, qu'est-ce que c'est en 1560 donc c'est une tentative, une insurrection, si vous voulez, des protestants pour aller enlever le jeune roi qui s'appelle François II. Alors François II, c'est le fils de Henri II qui vient de mourir, il a 15 ans, il va régner très peu puisqu'il va mourir quelques mois plus tard. L'idée, c'est d'enlever le roi qui est à Blois, d'où le nom de conjuration de Blois, pour le soustraire à l'influence et des Guises qui l'entourent, c'est-à-dire des catholiques, et de l'entourage de sa femme, qui est Marie Stuart, qui va devenir ensuite la reine d'Écosse. Donc l'idée, c'est d'aller enlever le roi pour le soustraire à l'influence des catholiques. Alors, ça aurait pu marcher s'il y avait eu un militaire un peu professionnel à la tête des troupes des protestants, mais Calvin est plutôt contre cette conjuration. L'amiral de Coligny ne veut pas commander cette conjuration, et même le prince Condé, qui devait, lui, la commander, finalement refuse de le faire. Et donc cette conjuration, c'est un peu des troupes de paysans qui arrivent comme ça, mais qui sont très rapidement chassés par l'armée du roi, et finalement le roi ne sera jamais enlevé. Cette conjuration échouera. Elle échouera, mais elle fait penser à celle qui a vraiment le pouvoir, qui est la mère de François II, qui sera aussi la mère de Charles IX, qui est le pauvre Charles IX, qui ne prendra jamais de décision lui-même, qui sera sous l'influence de sa mère. C'est Catherine de Médicis. Elle fait penser à Catherine de Médicis que la pure répression, l'interdiction, ce ne sont peut-être pas des très bonnes solutions, qu'il faut peut-être agir autrement face aux protestants, qu'il faut peut-être être plus libéraux qu'on ne l'est. Et voilà pourquoi elle programme d'abord un édit qui est l'édit de Romorantin, qui est un édit assez libéral, dont on dit qu'il est peut-être l'un des ancêtres de la laïcité française. Et puis elle nomme un grand juriste qui s'appelle François de l'Hospital, qui est donc protestant, mais un protestant très ouvert, qui est favorable à la liberté de religion, à la liberté de culte. Elle le nomme chancelier auprès du roi. C'est donc lui qui va avoir le pouvoir, et c'est lui qui organise ce colloque de Poissy. Alors, on est dans cette abbaye de Poissy. Il y a là
des cardinaux, il y a là une trentaine d'archevêques, des évêques du côté catholique, et puis des dignitaires protestants de l'autre côté. Il y a des Français, mais il y a aussi des Italiens, mais il y a aussi des Suisses. Les Allemands devaient venir, mais ils arrivent un petit peu tard. Et Michel de l'Hospital introduit ce colloque en parlant, en effet, de liberté de culte et de liberté de conscience. C'est le problème philosophique qu'il aborde. Et puis, pourquoi ce colloque va échouer? Parce qu'il y a une querelle d'interprétation religieuse. Et c'est la querelle qui porte sur l'Eucharistie, sur le corps et sur le sang du Christ. Vous connaissez la scène C-E-N-E, hein, le dernier repas du Christ avec les apôtres. Il mange, il y a Judas qui est là, il dit un de vous va me trahir, et puis l'un de vous va me renier, c'est Pierre. Et quand il mange, voici comment le dit l'évangile selon saint Matthieu. Et comme il mangeait, Jésus prit le pain et l'ayant béni, le rompit et dit à ses disciples, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Mon corps, mon sang, le pain, le vin. Alors, il y a deux thèses qui s'opposent dans ce colloque de Poissy. Il y a la thèse des catholiques qui est celle de la transsubstantiation et la thèse des protestants qui est celle de la consubstantiation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est très simple. Ça nous paraît aujourd'hui une querelle presque de détail, une querelle byzantine, comme on dirait, c'est-à-dire qui porte sur quelque chose qu'on pourrait régler assez facilement. La thèse des catholiques, celle de la transsubstantiation, c'est de dire, oui, le pain et le vin gardent leur apparence de pain et leur apparence de vin, leur goût, ils gardent leur propriété, mais ils sont réellement transformés et convertis en corps et en sang du Christ. C'est-à-dire que le Christ est là dans le pain et dans le vin. C'est la transsubstantiation. Et pour les protestants, la consubstantiation, c'est une thèse qui n'est pas très éloignée, qui dit, oui, c'est du pain et du vin, et puis le Christ n'est pas dans le pain et le vin, il n'est pas physiquement là, c'est dans l'esprit de ceux qui communient qu'il est présent. C'est pas lui, c'est pas son corps, le pain c'est pas son corps, le vin c'est pas son sang, c'est une image, c'est un symbole. Et c'est sur cette querelle de la transsubstantiation, de la consubstantiation que va échouer le colloque de Poissy, parce que il n'y a pas d'accord entre les catholiques et les protestants, et les catholiques disent, puisque c'est ça, il faut s'en remettre au pape, c'est lui qui va décider de savoir qui a raison, est-ce que c'est ceux qui pensent que le Christ est là, ou est-ce que ce sont ceux qui pensent que c'est juste une image. Évidemment, les protestants ne peuvent pas admettre que ce soit le pape qui décide pour eux, puisqu'ils ne reconnaissent pas le pape, et c'est ainsi que ce colloque de Poissy va échouer, et c'est bien dommage, parce qu'on est 30 ans avant les massacres, et peut-être que ces massacres de la Saint-Barthélemy auraient pu être évités, et peut-être que les guerres de religion auraient pu être évitées si ce colloque de Poissy avait réussi, si celle de l'Hospital avait réussi à mener son dessein. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire, et des morts et des morts et des siècles vont se dérouler, puisque je vous parlais de l'édit de Nantes, mais Louis XIV va revenir sur l'édit de Nantes. Donc c'est une querelle qui va ensanglanter la France pendant des années. Et vous avez des mariages entre protestants et catholiques dans certaines régions, comme à Montpellier. Il n'y en a eu que très tard au XXe siècle. Donc c'est pour vous dire que l'affluence de cette querelle entre protestants et catholiques a perduré pendant des années encore. Peut-être qu'on aurait pu gagner du temps, un peu d'intelligence et un peu de sagesse si ce colloque de Poissy avait réussi.